Nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui. Je vais commencer par tout d'abord remercier Madame la députée Léa Balaj-El-Mariki et Monsieur le député Dominique Potier qui ont accepté d'accueillir ce colloque et de nous ouvrir les portes du Palais Bourbon. Nous leur sommes vivement reconnaissants du soutien apporté à ce projet ainsi que du temps qu'ils prendront aujourd'hui pour venir échanger sur la non-violence lors de la deuxième table ronde de l'après-midi. On tient également à remercier leur collaboratrice, Madame Esther Albouy, qui est collaboratrice de Monsieur le député, et Madame Annabelle Chélil, qui est collaboratrice de Madame la députée, pour leur aide dans l'organisation de ce colloque, car elles nous ont été d'un soutien précieux pour assurer l'organisation et notre présence aujourd'hui et répondre à toutes nos questions afin de nous préparer au mieux pour cet événement marquant dans l'histoire de notre association. Et je laisse la parole à Monsieur le député pour un petit mot d'introduction. Merci beaucoup Maëva, merci à tous d'avoir choisi l'Assemblée nationale comme lieu pour fêter votre anniversaire, les 50 ans d'action, ça, 50 ans de la naissance, et vous êtes à l'âge d'une grande maturité, en pleine puissance de vos facultés. Il est heureux que cet anniversaire se fasse ici parce qu'il me semble que notre société a à recevoir d'acteurs de la société civile comme vous aujourd'hui, la société politique a à recevoir de la société civile sur l'apprentissage de la démocratie, sur ses fondements et sur notre capacité à délibérer en paix pour le bien commun. Et moi j'attends de recevoir de vous aujourd'hui, comme mes collègues qui nous rejoindront tout à l'heure. Et je voudrais souligner quand un député accepte, sous la pression amicale des copains de sa région, de bloquer son jeudi à Paris, alors que normalement on est en circo, etc. Et quand on fait ça, ça revient très souvent, c'est un effort, mais surtout pour les collaborateurs. Et je voudrais vraiment que vous souligniez que Esther et sa collègue, ça paraît rien, mais les questions administratives de sécurité qui vous paraissent transparentes sont extrêmement exigeantes ici. Donc c'est beaucoup de travail, je voudrais les saluer et vous dire le bonheur qu'on a de vous recevoir. Le reste, sur le fond, je le garde pour le débat avec nos collègues tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que du coup on organise ce colloque à l'occasion du 50e anniversaire de notre association. Célébrer 5 décennies d'action et de réflexion au service de la non-violence politique, c'est pas anodin et il convenait à ce titre de marquer le coup. L'un des slogans du MAN qu'on retrouve dans les archives dans lesquelles on a eu l'occasion de se replonger au cours de cette année d'anniversaire, c'est la non-violence, une idée qui fait son chemin. Je trouve que c'est un slogan pertinent qui nous rappelle qu'à la création du MAN, en 1974, la non-violence paraissait plutôt être une utopie. Et c'est vrai que maintenant qu'on retrace son évolution, au fil des décennies, on peut constater qu'elle est aujourd'hui devenue incontournable dans les mouvements sociaux. Mais l'idée aujourd'hui, c'est pas de refaire l'histoire du MAN et de toutes les façons, on n'aurait pas assez d'une demi-journée. Donc, au contraire, c'est de penser le contexte actuel et de réfléchir au monde de demain également sous le prisme de la non-violence, qui est une philosophie, mais aussi une stratégie d'action. Et donc, c'est pour ça que les idées ont fait leur chemin et le slogan aussi a évolué pour être maintenant aujourd'hui la non-violence, une force pour agir. Parce que plus qu'une boussole éthique dans les tempêtes du monde, la non-violence politique, c'est un mode d'action qui est puissant, radical, efficace. Mais force est de constater que dans le contexte actuel, elle est mise au défi à toutes les échelles et sur tous les fronts. Le recours à la violence s'avère pourtant une impasse tragique qui décrédibilise et détruit les causes les plus justes. Mais si la non-violence offre une perspective politique porteuse d'espérance, il est vrai que sa radicalité et sa force n'est pas encore suffisamment prise en compte. Donc c'est la question qui nous amène aujourd'hui et qui sera centrale cet après-midi, d'examiner quelles sont les potentialités de la non-violence, tant dans les luttes actuelles que dans les projets alternatifs qui préfigurent le monde de demain. Pour y répondre, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui des intervenants issus de différents milieux, militants, syndicaux, universitaires et politiques, afin de confronter leurs réflexions théoriques ainsi que leurs expériences de terrain sur les capacités de la non-violence à transformer durablement la société. Je laisserai les animateurs des tables rondes respectives les présenter. On commencera donc par 2 interventions liminaires pour poser quelques bases théoriques avant de poursuivre les débats. Alain commencera avec les fondements de la non-violence politique et puis Yvette interviendra sur le programme constructif dans les luttes non-violentes.
On passera ensuite à la première table ronde intitulée « Comment la société civile s'approprie-t-elle la non-violence ?» afin d'obtenir des regards croisés de plusieurs personnalités, donc Sylvine Bouffaron, Isabelle Dorès, Gérard Rey et Pascal Tozzi, qui ont des profils distincts mais complémentaires. Et on terminera donc cette journée par une seconde table ronde avant le mot de conclusion, intitulée « Comment transformer la société par la non-violence politique ?» en présence de 3 députés issus de différents partis de gauche, donc Madame la députée Léa Balagel-Mariki, Madame la députée Émeline Kerbidi et Monsieur le député Dominique Potier. Et avant de conclure ce mot d'introduction, juste un petit détail technique. Les questions se feront par écrit. Vous avez des petits papiers dans le flyer qui est devant vous. Je vous demanderai de me les faire passer. Je serai là-bas sur le côté pour toute la partie du U ici. Et puis de les faire passer à Marion qui est ici, afin qu'on puisse les transmettre aux animateurs. On espère pouvoir toutes les poser, mais s'il y en a beaucoup, le temps nous est compté, donc ne vous en offusquez pas, s'il vous plaît. Et enfin, on vous demande il y aura une petite pause, mais de ne pas circuler dans les bureaux de l'Assemblée, et si vous avez besoin d'aller aux toilettes, d'attendre que les collaboratrices puissent vous guider. Et je conclus en vous remerciant aussi à vous d'être présents et en vous souhaitant un bon colloque. Et je passe désormais la parole à Alain Refalo qui ouvre cet après-midi avec une première intervention liminaire sur les fondements de la non-violence politique. Merci. Bonjour. Alors donc je suis chargé de vous présenter quelques repères sur ce qu'on entend par non-violence politique, d'où le titre « Les fondements de la non-violence politique ». Alors cette expression non-violence politique signifie que ce que nous entendons par non-violence se situe bien sur le terrain et le champ politique et social. Alors il existe des expressions de la non-violence issues de telle ou telle tradition spirituelle ou religieuse ou philosophique qui veulent se situer en dehors des combats politiques. Mais le MAN, donc le Mouvement pour une alternative non violente, dans ses textes fondateurs, notamment le Manifeste pour une alternative non violente de 1974, inscrit sa réflexion et son action sur le terrain politique et social. C'est d'ailleurs son originalité, sa spécificité, que d'avoir mis la non-violence sur orbite politique à une époque, les années 70, où la non-violence était encore largement enfermée dans des carcans spirituels ou religieux. Alors avant d'exposer les fondements de la non-violence politique, il convient de se mettre d'accord sur une définition de la non-violence. Nous entendons par non-violence un principe éthique et une méthode d'action qui portent, l'une et l'autre, un projet de transformation sociale et politique. Donc, la non-violence est indissociablement une philosophie et une stratégie, une sagesse pratique et une technique de résistance au service d'une société plus juste et plus fraternelle. Donc, elle n'est pas une idéologie, ce n'est pas un dogme, mais une recherche, un chemin pour s'efforcer de concilier l'exigence morale avec le réalisme politique. Donc nous pouvons ainsi affirmer que la non-violence est à la fois une requête de sens et une recherche d'efficacité. Ce qui est central dans cette approche de la non-violence, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une force d'âme, pour reprendre une expression de Gandhi, il ne s'agit pas seulement d'une attitude individuelle, mais il s'agit bien d'une force d'action politique inspirée par une éthique à la fois du respect de la vie et de la délégitimation de la violence. Rappelons dans cette introduction que la non-violence s'est faite connaître et en partie reconnaître grâce à des luttes dites non-violentes qui ont marqué l'histoire et notre mémoire. Ce sont des soulèvements de population contre des dictatures, des combats contre des régimes oppressifs et pour la démocratie, des résistances civiles à l'occupation d'un pays par des forces armées, des luttes pour conquérir des droits sociaux bafoués par des systèmes inégalitaires et injustes, des actions pour défendre le droit à un environnement sain. Nous le voyons donc, la non-violence n'est pas une idée abstraite qu'il conviendrait de plaquer sur la réalité.
Il s'agit au contraire de partir de la réalité des violences existantes pour les réduire, les transformer et, si possible, les éliminer. Cette définition étant donnée, il convient de préciser, d'une part, de quelle violence on parle, et d'autre part, quels sont les fondements du pouvoir politique selon la grille de lecture de la non-violence. Alors nous avons l'habitude, lorsque nous parlons de violence, d'identifier la première de ces violences, c'est-à-dire la violence des situations d'injustice. Ce sont des violences structurelles, systémiques. Tous les systèmes d'oppression, de domination, d'exclusion sont des formes de violences structurelles qui engendrent des contraintes physiques et psychologiques sur les individus et les populations. Ces violences structurelles peuvent prendre de multiples visages, le visage du nationalisme, du colonialisme, de la dictature, de l'impérialisme, mais aussi de la xénophobie, du racisme, de l'homophobie, du sexisme ou de l'élitisme, le visage d'un système économique qui crée de l'oppression et des injustices. Et donc la première tâche de la non-violence, c'est d'identifier ces violences structurelles, de les nommer, de les dénoncer, puis de les combattre avec les outils et les méthodes de l'action non violente. Nous savons qu'au cœur de ces violences, qui sont ancrées dans les structures de la société, se trouvent généralement des institutions étatiques, c'est-à-dire un système politique discriminant, mais aussi des pratiques sociales qui portent des normes d'exclusion, empêchant les citoyens de satisfaire leurs besoins de base. Dans un deuxième temps, il convient de préciser quelle est la nature du pouvoir politique. Ce point est réellement décisif, car c'est de l'analyse des fondations du pouvoir politique que nous pourrons penser une action non violente qui s'attaque réellement aux sources de ce pouvoir. Et dans cette analyse, 3 penseurs sont incontournables: Étienne de la Boétie, Gandhi et Hannah Arendt. Alors nous l'avons appris d'Étienne de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire, 1548. Le tyran, et plus largement tous les pouvoirs institués, tirent leur force de l'obéissance et de la résignation de la majorité de la population. À partir de ce constat, la Boétie nous invite à comprendre qu'il est vain de tuer le tyran pour lutter contre la tyrannie. Il nous propose de prendre notre chemin, ne plus servir le tyran, ne plus lui apporter le concours dont il a besoin pour dominer le peuple, ne plus lui obéir pour que ses fondations soient ébranlées et qu'il s'écroule comme un château de cartes. Deuxième référence, Gandhi. De Gandhi, donc celui qui mena le combat non violent contre le colonialisme britannique et pour l'indépendance de l'Inde, nous avons la première grande application à l'échelle d'une nation de ce principe que nous nommons non-coopération. La force du colonialisme britannique résidait dans la passivité et l'obéissance de la grande majorité du peuple indien. Quelques milliers de soldats britanniques, finalement, dominaient une nation de 300 millions d'Indiens. Donc, cela n'était possible que si la majorité coopérait ou refusait de s'engager. À partir de cette analyse, Gandhi va expérimenter la stratégie de la lutte non violente collective en organisant des actions de désobéissance civile de masse, affirmant non seulement la détermination de tout un peuple, mais surtout sa capacité de défiance de l'Empire britannique, sa capacité à se révolter pacifiquement, sa capacité à endurer la répression qui fut parfois très sévère. Ainsi, Gandhi insistait également sur le fait que les moyens utilisés devaient être en cohérence avec la fin. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Troisième penseur de référence, Hannah Arendt. De Hannah Arendt, nous avons compris que le véritable pouvoir résidait non pas dans la capacité du pouvoir à faire usage des instruments de la violence, mais résidait dans la force du nombre. La vraie source du pouvoir, selon Arendt, résulte de la mobilisation sans violence du peuple qui constitue, selon elle, une force politique autrement plus puissante et plus irrésistible que la force instrumentale des États. Corrélativement, nous dit-elle, lorsque le pouvoir d'État utilise la violence,
il montre en réalité sa faiblesse en tant que pouvoir, puisque le véritable pouvoir peut se passer de la violence. Ce qu'il faut remarquer dans le domaine politique, écrit Hannah Arendt, c'est qu'un pouvoir qui se sent diminué est tenté de compenser par la violence cette perte de pouvoir. Ainsi, en utilisant des moyens de destruction, le pouvoir concourt en réalité à sa propre destruction. Nous avons avec ces trois penseurs plusieurs clés qui permettent de fonder la non-violence politique, la source du pouvoir d'État, le principe de non-coopération, la cohérence entre la fin et les moyens et la force du pouvoir du peuple. Autre repère dans cette introduction, penser la non-violence sur le terrain politique, c'est donc, comme je l'ai dit, prendre la mesure des violences structurelles et systémiques qui nous entourent, c'est comprendre quelles sont les sources du pouvoir politique, je viens d'en parler, mais c'est aussi avoir un regard critique sur la contre-violence politique. La contre-violence politique. La seconde violence qui émerge parfois sur la scène politique et sociale, c'est la contre-violence de celles et ceux qui souffrent des situations d'oppression et d'injustice et qui estiment que c'est la seule voie pour s'en libérer. Disons d'emblée, pour éviter toute ambiguïté, que cette seconde violence n'est pas à mettre sur le même plan que la violence première, la violence structurelle. Il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos celles et ceux qui sont responsables de l'injustice et celles et ceux qui en sont les victimes. La solidarité envers les opprimés est l'un des fondements de la non-violence, quand bien même ces derniers optent pour des moyens violents pour se défendre et survivre. Surtout, il faut souligner que la révolte contre tout ce qui porte atteinte à la dignité, l'intégrité et l'humanité de l'homme est légitime. Toutefois, l'histoire nous apprend que la contre-violence des opprimés finit très souvent par se retourner contre eux, du fait que la capacité de violence du pouvoir d'État est toujours démesurément plus importante que celle des opprimés. Quand bien même la violence apparaît inévitable, nécessaire ou légitime aux opprimés, il s'avère que bien souvent, elle ne fait que renforcer le système répressif de l'État oppresseur. La violence peut apparaître comme une force de libération, mais dans les faits, très souvent, elle devient une force de régression qui amplifie l'oppression du pouvoir. Certes, les exemples de révoltes armées qui ont abouti à un renversement du pouvoir oppresseur existent. Ils sont plus limités qu'on ne croit, mais rarement ils débouchent sur l'instauration d'un système démocratique. Le pouvoir qui est conquis par les armes devra généralement se maintenir par les armes. Je crois que notre Révolution française en est un parfait exemple. Sur ce point, il est intéressant de souligner que les dissidents des pays d'Europe de l'Est, qui avaient à cœur de construire une société démocratique, avaient parfaitement conscience que la violence serait inopérante face au totalitarisme, mais surtout qu'elle serait incompatible avec l'idéal d'une société démocratique. Ils n'ont eu de cesse de rechercher des moyens démocratiques de lutte au service de la démocratie. Ainsi, l'action non violente des dissidents des pays de l'Est a été une action de rupture avec l'ordre totalitaire, c'est-à-dire avec le mensonge des moyens de la violence qui trahissent l'idéal, toujours repoussé dans un avenir inaccessible. Nous sommes au cœur d'une réflexion où l'éthique et le politique sont imbriqués, car ils sont indissociables. Albert Camus, autre référence, nous invite à une réflexion sur la révolte qui demeure toujours pertinente. En même temps qu'elle est une contestation, nous dit Albert Camus, la révolte est aussi une affirmation. Il s'agit de résister à la mort tout en revendiquant la primauté de la vie. Camus pose ainsi la question de la légitimité du meurtre et y apporte une réponse catégorique. Il dit « La liberté la plus extrême, celle de tuer, n'est pas compatible avec les raisons de la révolte. La conséquence de la révolte est de refuser sa légitimité au meurtre, puisque, dans son principe, elle est protestation contre la mort. » Ainsi, nous pouvons affirmer, après Camus, que le meurtre est injustifiable et illégitime car il est contraire à l'esprit de la révolte. On ne peut pas se révolter contre les processus de mort et ne pas être révolté contre le meurtre. Il n'y a pas de meurtre légitime comme il n'y a pas de guerre juste. La critique politique
politique, stratégique de la révolte armée ou de la contre-violence politique nous invite à penser une autre forme de résistance qui ne trahisse pas les principes et les valeurs qui nous animent, mais tout en visant à l'efficacité. Donc, l'ambition de la non-violence politique, c'est de réconcilier l'éthique de conviction avec l'éthique de responsabilité, en cherchant les voies d'une réelle et durable efficacité. Dans cette perspective, il convient maintenant de préciser ce que l'on entend par stratégie de l'action non violente, qui peut parfois être nommée sous le vocable de combat non violent ou de résistance civile. La lutte non violente affirme le lien intrinsèque qui existe entre l'objectif recherché et les moyens utilisés. Les moyens sont le commencement de la fin. Ils sont une fin en devenir. C'est pour ça que la démarche de la non-violence nous invite à rechercher et à mettre en œuvre des moyens qui portent en eux-mêmes les valeurs de la fin, qui soient tout simplement en cohérence avec la fin. L'une des clés de cette convergence entre la fin et les moyens se trouve dans le fait que les moyens de la non-violence permettent au conflit de rester centré sur son objet, sur les causes du conflit. Alors que la violence va chercher à éliminer l'ennemi, à entretenir en quelque sorte une spirale de violence mimétique, on pourrait faire référence à René Girard, la non-violence va s'efforcer de trouver une juste solution au conflit en agissant sur les causes et les conséquences du conflit, ce qui prend souvent beaucoup de temps et nécessite de la persévérance. Le chercheur américain Gene Sharp, référence incontournable dans la réflexion et la pensée de l'action non violente, a recensé dès les années 70 près de 198 méthodes spécifiques de la lutte non violente qu'il classe en 3 grandes catégories. Première catégorie, les méthodes de protestation et de persuasion. Il s'agit essentiellement d'actions symboliques pour affirmer des convictions, exprimer des refus, sensibiliser et conscientiser l'opinion publique. Elle vise à affecter l'autorité morale et la légitimité de l'adversaire. Elle cherche à influencer la majorité silencieuse. On retrouvera dans ces actions les pétitions, les rassemblements, les marches. Deuxième catégorie, les méthodes de non-coopération. Dans cette catégorie, on trouve des actions qui impliquent l'arrêt, le refus délibéré ou la défiance de certaines relations établies, sociales, économiques ou politiques. Les actions de non-coopération peuvent être légales ou illégales. La grève, le boycott font partie de ces actions. Troisième catégorie, les méthodes d'intervention et de perturbation. Ce sont des actions directes qui visent à modifier et à transformer des situations d'oppression en perturbant le fonctionnement des institutions responsables des injustices. Elles nécessitent une préparation rigoureuse, notamment pour faire face à la répression. Et dans cette catégorie-là, on trouvera la désobéissance civile. Donc la lutte non violente cherche à créer un rapport de force dans le but de rétablir l'équilibre des forces, là où existait le déséquilibre. C'est ce déséquilibre qui fait l'oppression et la faiblesse des opprimés. En prenant le chemin de la lutte non violente, les opprimés engagent une épreuve de force avec les forces de l'injustice, en cherchant à les contraindre, à défaut de pouvoir les convaincre. Ce rapport de force ayant pour objectif de l'obliger à dialoguer et à négocier sur la base des revendications de ceux qui luttent. C'est pourquoi la lutte non violente nécessite une organisation et une planification stratégique. Ainsi, on peut constater que la non-violence n'est pas seulement une force d'âme, mais une force d'action politique, une force qui met en œuvre un arsenal de méthodes de lutte s'inscrivant dans une stratégie élaborée, planifiée et mise en œuvre dans le but de priver l'adversaire des ressorts qui fondent son pouvoir. Lorsque le peuple délivré de sa peur prend le parti de refuser l'allégeance et la soumission que le pouvoir exige de lui, il est possible, voire probable, que ce pouvoir s'écroule, car ses fondements sont ébranlés. Chacun conviendra que le mur de Berlin ne s'est pas effondré tout seul, ni sous l'effet d'ailleurs des armes occidentales, mais bien grâce à la mobilisation de la société civile est-allemande dans une dynamique de résistance qui ne devait rien à la force des armes. Le pouvoir du peuple
qui désobéit en masse est l'autre nom de la non-violence politique en acte. Et effectivement, la désobéissance civile est un marqueur fort de la non-violence politique. Alors, on pourrait aussi faire un petit trait d'humour à ce moment-là en reconnaissant que parler de désobéissance civile dans cette enceinte de l'Assemblée nationale, ça a quand même quelque chose de pas habituel. Alors, de quoi s'agit-il ? La désobéissance civile consiste à enfreindre une loi considérée comme injuste, donc immorale et illégitime. Elle est une action collective, publique, non violente, qui vise à créer un rapport de force avec le pouvoir en mobilisant l'opinion publique. C'est un point très important pour faire pression sur le pouvoir politique. La désobéissance civile s'inscrit dans la durée et assume au grand jour les risques de la sanction en agissant à visage découvert. Elle vise à rétablir le droit en obligeant les décideurs à supprimer la loi injuste et à promulguer une nouvelle loi. La désobéissance civile s'affirme ainsi comme un outil de lutte démocratique qui permet de concilier l'exigence éthique avec la radicalité de l'action. Elle est un puissant moteur de construction du droit par les citoyens. La transgression de la loi injuste n'est pas un déni du droit, mais l'affirmation citoyenne d'un grand respect pour le droit. Ainsi, la désobéissance civile, même si cela peut apparaître paradoxal, apparaît donc comme un temps privilégié de renforcement de la démocratie. Nous l'avons dit dans notre définition de la non-violence politique est porteuse d'un projet de transformation sociale et politique. Elle n'est pas seulement une forme de contestation, elle est aussi une force de proposition et de construction d'alternatives politiques et sociétales. C'est ce que nous appelons le programme constructif que Yvette Bailly va présenter dans quelques instants. Et en effet, le nom de non-violence, incarné par la non-coopération et la désobéissance civile, qui atteste qu'il s'agit bien d'un nom de résistance, est aussi un oui à d'autres possibles qu'il convient de mettre en œuvre ici et maintenant, sans attendre, entre guillemets, le grand soir. La puissance de la non-violence, outre qu'elle peut être en capacité de mobiliser le nombre dans une lutte populaire et démocratique, s'exprime également par la force de son projet alternatif qui préfigure le monde qui vient, ou que l'on souhaite voir advenir. Le programme constructif, qui permet à chacune et à chacun d'agir dès le temps de la lutte pour bâtir l'alternative, est un espace de canalisation de l'agressivité et de la colère nécessaires à la lutte. La dimension positive de la non-violence est rendue visible par l'action constructive immédiate. Ainsi, on pourrait dire qu'avec la non-violence, le grand soir a lieu chaque matin. Il ne s'agit plus d'attendre la révolution pour envisager le changement. Le changement commence dès le temps de la lutte. C'est aussi ce qui donne à la non-violence son caractère éminemment progressiste. Je voudrais terminer en abordant 2 points, la question de la radicalité et la question de la révolution. La violence, contrairement à ce que l'on entend souvent, n'a rien, selon nous, de radical, car elle n'agit pas sur les causes de l'injustice, elle n'agit qu'à la surface des injustices. En s'attaquant aux biens et aux personnes qui représentent les institutions responsables de l'injustice, la violence exprime une colère, une rage, certes légitime, mais totalement vaine et inefficace. Elle s'en prend au symbole, par exemple, du capitalisme et de l'ordre policier, sans finalement remettre en cause les fondements de ces systèmes injustes et autoritaires, si ce n'est par des paroles vindicatives qui n'auront d'autre effet que de donner des arguments aux responsables de ces systèmes pour réprimer davantage la contestation. La non-violence, nous l'avons compris, s'attaque à la racine des injustices. Les actions de non-coopération et de désobéissance civile visent précisément, comme je l'ai dit, à priver le régime du consentement du peuple qui fonde son propre pouvoir. La résistance non-violente cherche à augmenter le pouvoir d'action de celles et ceux qui luttent, tout en s'efforçant de diminuer celui de l'adversaire. Mobilisation populaire, unité, planification et discipline, n'ayons pas peur du mot, discipline, sont les principaux ingrédients nécessaires à la réussite d'une lutte non violente. De nombreuses études comparées de lutte non violente nous permettent aujourd'hui, de façon quasi scientifique, de formuler des stratégies non violentes adaptées aux diverses situations d'oppression.
Il est à noter que la lutte non violente, ce n'est pas qu'un détail, viendra tôt ou tard se heurter à la répression du pouvoir d'État. La radicalité de la non-violence est précisément de maintenir le cap de la non-violence malgré la répression. Le mouvement non-violent doit rester maître de ses décisions et de ses actions, quand bien même l'État voudrait lui imposer d'autres façons d'agir. N'oublions pas qu'il s'agit de gagner l'opinion publique, qui peut exercer une très forte pression politique sur le pouvoir. C'est pourquoi si le mouvement garde sa ligne non violente, la violence de l'État apparaîtra de façon encore plus flagrante. Ainsi, la répression étant inévitable, tout l'enjeu, et c'est toute la radicalité de la non-violence, c'est de se préparer à l'affronter en l'absorbant, en la rendant inutile. La radicalité de la non-violence s'affirme également par un engagement individuel et collectif qui cherche à être à l'image de la société juste et fraternelle que l'on cherche à faire advenir. Dans cette société, les rapports de domination-soumission sont exclus car ils sont au fondement de la violence systémique. Il s'agit donc de s'efforcer d'incarner dans sa vie comme dans ses luttes l'absence de volonté de domination envers les autres, par la pensée, par la parole, par les actes. C'est une expérience de vie radicale qui se conjugue, sans se payer de mots, avec un engagement collectif dans l'action non violente radicale. Un dernier point concernant ce qu'on appelle la révolution. La non-violence est radicale, mais pouvons-nous considérer qu'elle est potentiellement révolutionnaire ? Tout processus révolutionnaire qui aspire à l'émancipation des peuples se heurte à une contradiction insurmontable lorsqu'il dérive dans la lutte armée, qui ne peut que reproduire les systèmes de domination que l'on combat. On ne peut donc utiliser des moyens autoritaires de la violence pour construire une société sans domination. La vision d'une révolution par la prise du pouvoir d'État par la violence est donc dépassée. Et si on lit les écrits des grands penseurs révolutionnaires, on est frappé de constater que, pour eux, la révolution doit être d'abord sociale. Elle dépend fortement de la capacité du peuple à exercer le pouvoir de façon autonome au quotidien. Pour parvenir à cet objectif, les luttes politiques, écologiques et sociales partielles aux objectifs limités permettent de mettre en mouvement les forces populaires dans des actions de contestation comme la grève, le boycott et la désobéissance civile, mais aussi dans des actions constructives dont les réalisations concrètes préfigurent la société future. Il faudrait évoquer ici la lutte, c'est un exemple, la lutte des ouvriers de l'IP, cette entreprise de Besançon, en 1973, qui ont vraiment réalisé en acte cette idée de lutte par l'autogestion, on va dire, et par la mobilisation des forces de production, au point qu'ils avaient pris le contrôle de l'entreprise lors de la grande grève de 1973, et qu'ils en étaient même arrivés à vendre les montres qu'eux-mêmes avaient fabriquées. C'est un exemple. La force révolutionnaire de la non-violence réside ainsi dans sa puissance transformatrice et régénératrice des conflits, dans sa capacité à mobiliser massivement et à construire des alternatives durables. Dans cette perspective, on peut dire que la non-violence est plus qu'une sagesse pratique et une méthode d'action politique. Elle est une force inspirante, susceptible de transformer en profondeur la société, tout comme celles et ceux qui la pratiquent. Je terminerai par une citation de Jean-Marie Muller, écrivain, membre fondateur d'Humann, décédé en 2021. Il écrit, dans un livre paru en 1995, « La non-violence politique ne saurait être absolue, elle est nécessairement relative, c'est-à-dire reliée aux femmes et aux hommes, aux situations et aux événements. Il ne s'agit donc pas de partir de l'idée pure d'une société parfaite, pour tenter ensuite de la plaquer sur la réalité, mais à partir de la réalité des violences, de créer une dynamique qui vise à les limiter, à les réduire, et pour autant que faire se peut, à les supprimer. Voici donc en quelques mots, quelques repères sur les fondements de la non-violence politique. Je vous remercie de votre attention.
Merci Alain. Alors, quelques mots, n'exagérons pas, il y en avait plus que quelques mots. Et Yvette Bailly, donc, du MAN de Lyon, va compléter sur la partie programme constructif d'une action non violente. Bonjour à tous, je suis donc Yvette Bailly et je viens donc de Lyon. Je fais partie du MAN, Mouvement pour une alternative non violente, depuis carrément l'origine. Donc je vais pouvoir vous faire un petit déroulé par des exemples de qu'est-ce qu'on appelle le projet constructif. Je vais dans un premier temps bien sûr m'appuyer sur ce que déjà a expliqué Alain, et après je ferai donc ce focus sur le programme constructif. Effectivement, la non-violence, donc, c'est une philosophie qui donne sens à l'histoire humaine en délégitimant la violence. C'est une stratégie d'action qui est fondée sur la non-collaboration avec l'injustice. C'est aussi une recherche personnelle et collective qui permet de travailler sur sa propre violence et de la transformer. La non-violence est aussi une recherche de cohérence, une cohérence à 4 niveaux. Le premier niveau de cette cohérence, ça va être d'essayer, comme a bien développé déjà Alain, c'est de travailler la cohérence en mobilisant des moyens en adéquation avec la fin recherchée. La fin est dans les moyens, comme l'arbre dans la semence. La deuxième cohérence, ça va être essayer de travailler aussi bien le changement personnel que le changement des structures de la société. La troisième cohérence, ça va être de faire tout un travail de réflexion, mais aussi d'action, et d'articuler ces deux approches dans les luttes. Et la quatrième cohérence, ça va être de, tout en dénonçant, en s'opposant, en luttant contre les injustices, de mettre en œuvre, dès maintenant, un programme constructif alternatif. C'est ces 4 cohérences qui nous permettent de dire qu'on va essayer de marcher sur nos 2 pieds. Pour le programme constructif alternatif, je vais partir donc de cette belle phrase de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Je peux la redire si vous voulez. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Cette citation emblématique de Gandhi nous rappelle dans un premier temps que tout individu a le pouvoir de changer le monde en mettant en œuvre des alternatives. Au lieu d'attendre que les structures se transforment, on est appelé à être le catalyseur du changement que nous souhaitons voir se produire. Pour Gandhi, la résistance et le programme constructif sont inséparables. L'un sans l'autre perd beaucoup de son intérêt et de sa force. Et c'est valable dans les 2 sens. Le programme constructif est en quelque sorte l'alter ego de la désobéissance civile. La non-violence pour Gandhi donc, était plus qu'une simple technique de lutte ou de stratégie pour résister à l'agression militaire. Elle était intimement liée à un combat plus large pour la justice sociale, l'indépendance économique, l'harmonie écologique, ainsi que la quête d'une réalisation personnelle. Pour l'individu, le programme constructif consiste à un pouvoir de l'intérieur accru grâce au développement de l'identité personnelle, de l'indépendance et de l'audace. Pour le groupe, cela signifie l'avènement d'un nouvel ensemble de relations politiques, sociales et économiques. Ces campagnes pour l'indépendance économique ont inclus notamment le fameux tissage domestique du coteau au rouet. Pour les plus jeunes, je ne sais pas comment vous représentez Gandhi, mais on l'a vu souvent avec un rouet. Donc un rouet, c'était un appareil pour tisser le fil. Et c'était symbolique. C'était une façon pour la population indienne de se réapproprier des savoir-faire pour tisser eux-mêmes leurs vêtements, les tissus. Et c'était surtout, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'était aussi une façon de s'opposer, de pas collaborer avec l'industrie textile de l'Angleterre. Donc vous voyez déjà, avec ce symbole du rouet qui peut paraître tout bête, on le voit avec sa pédale, voilà, il file le coton, on se dit, mais c'est comme ça qu'il va faire la révolution. Effectivement, ça a participé, parce qu'il donnait de la fierté aux personnes, il retravaillait sur les savoir-faire, et une fois qu'on fait ses propres vêtements, on n'est plus dépendant de la fabrication de tissus en Angleterre, qui eux-mêmes exploitaient les ouvriers indiens.
Donc les grands leaders non violents, comme Gandhi, Martin Luther King, ont mobilisé les personnes victimes d'injustice en s'appuyant sur leur combativité pour lutter contre l'humiliation et faire reconnaître leurs droits. Le fait de travailler sur un programme constructif produit des bénéfices considérables pour les personnes victimes d'injustice. Cela permet de regagner de la fierté, de l'estime de soi, de la reconnaissance. On peut prendre un exemple, je vais ponctuer mon intervention d'exemples qui se situent dans différentes périodes depuis ces 50 ans. L'exemple de la lutte non violente pour la reconnaissance de la langue basque. Donc, à l'instar des autres langues dites régionales parlées dans le territoire français, la langue basque ne bénéficie pas de reconnaissance constitutionnelle spécifique. Et pourtant, ça fait partie, les associations locales s'efforcent de donner donc, à la langue basque une place dans la vie publique, dans les mairies, les commerces, les signalisations routières, les services publics. Et depuis longtemps, ils se bagarraient en disant on veut imposer aussi cette double langue. Il ne s'agit pas de remplacer le français, mais de permettre aux gens qui parlent et qui lisent le basque de pouvoir aussi se dire oui, c'est ma langue. Et donc, en fait, plusieurs militants non-violents basques se sont lancés. Ils se sont dit on va traduire toutes les indications signalétiques en basque. Et donc, ils collaient de jour, ils affichaient dans les deux langues. Et même, ils organisaient à la gare de Bayonne des stands SNCF où c'était marqué tout en basque et où les gens pouvaient s'adresser dans le basque. On voit, c'est des actions symboliques, mais avec des actions beaucoup d'humour, mais qui revendiquent comme ça et qui donnent la fierté des gens de pouvoir parler leur langue. Voilà, c'est très souvent des actions comme ça qui intéressent beaucoup la presse locale, parce que ça change des manifestations traditionnelles. Et puis, ça donne beaucoup, ça participe à la popularisation de la lutte. Je vous ai parlé de Gandhi, je vais faire comme Alain, je vais aussi vous parler de Jean-Marie Muller, qui était donc un penseur qui a été parmi les fondateurs du MAN, et pour nous, c'est une référence importante. Donc, dans le dictionnaire de la non-violence, c'est intéressant aussi de voir comment il parle aussi du programme constructif. Donc, il écrit « Il est essentiel que la lutte non-violente contre l'injustice ne reste pas prisonnière de ses dénonciations et de ses condamnations, mais qu'elle puisse élaborer et expérimenter des projets alternatifs qui permettent de construire la justice. En même temps que le mouvement de résistance met en œuvre un programme de non-coopération, il doit mettre en place un programme constructif. Celui-ci consiste à organiser, parallèlement aux institutions et aux structures sociales que l'on conteste et avec lesquelles on refuse de collaborer, des institutions, des structures qui permettent d'apporter une solution constructive aux problèmes posés, et cela sans attendre le règlement définitif du conflit. Je vais vous faire un petit peu des exemples la plupart des jeunes là n'étaient pas nés, c'est la lutte du Larzac. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la lutte du Larzac. Je vais résumer brièvement et vous montrer en quoi il y a eu des programmes constructifs. Donc dans les années 1970, le gouvernement décide d'une façon arbitraire d'agrandir le camp militaire du Larzac dans l'Aveyron, en expulsant une centaine de paysans de leurs terres. Une large mobilisation s'organise pour s'opposer à cette extension, et c'était aussi l'occasion de dénoncer la militarisation de la société. Parmi toutes ces actions, il y a eu énormément d'actions non violentes qui ont été menées. Je vais vous en prendre une seule. Parmi toutes ces actions non violentes menées par les paysans, aussi dans toutes les personnes engagées pour cette lutte non violente, il y a eu donc l'idée de lancer le refus redistribution de l'impôt. Donc les personnes, moi par exemple, mais beaucoup d'autres qui sont présents ici, refusent donc de payer 3% de leurs impôts, qui symboliquement représentent la part de la contribution du budget militaire. Et cette somme, ces 3% que l'on refuse, on leur reverse à une association du Larzac, une association locale du Larzac, qui finance des projets pour que les paysans puissent rester sur leurs terres, et aussi sur des projets sur des terres convoitées par l'armée. C'est ainsi que s'est construite illégalement la bergerie de la Blaquière dans le périmètre d'extension du camp. Un paysan concerné par l'expropriation a pu ainsi utiliser cette bergerie pour ses troupeaux.
Cette magnifique bergerie existe toujours. Et donc, elle a été construite comme ça, bénévolement, par des gens et avec l'argent de tous les gens qui refusaient le 3% de leur impôt et qui permettaient de financer par cette action de programme constructif. Donc, en s'opposant et en désobéissant aux décisions de l'armée, c'était un acte individuel et collectif qui était posé en toute connaissance de cause et revendiqué publiquement pour créer une alternative et pour construire le monde que l'on souhaite, bien illustré alors par le slogan qui était « Des moutons, pas des canons ». Voilà, donc on avait construit une bergerie en refusant 3% de l'impôt qui servait à l'armée, voilà, pour appuyer cette lutte non violente au Larzac. La réalisation du programme constructif requiert la participation active de ceux-là même qui sont victimes de l'injustice. Et souvent, c'est eux-mêmes qui sont acteurs. L'action non violente consiste à demander des droits, mais aussi elle consiste à les prendre. Le programme constructif doit permettre à ceux qui jusque-là ont été maintenus dans une situation de dépendance à l'intérieur des structures politiques et économiques de prendre en charge leur propre destin et de participer activement à la gestion de leurs propres affaires. Au niveau individuel, il y a un engagement, mais aussi collectivement, ça permet de construire un cadre pour le changement social. Un autre exemple qui est plus contemporain, dans les années 2010, vous vous rappelez sans doute de toutes les occupations non violentes qui avaient lieu dans beaucoup de places publiques, dans beaucoup de pays. On peut parler de l'Égypte, de la Turquie, à New York, à Hong Kong, en Ukraine. Et même à Lyon, c'était la période où c'était les nuits debout. Et en fait, on voyait que dans ces lieux, dans ces places publiques, c'était un mouvement qui participait à dénoncer des injustices. Mais ce qu'on a vu, c'est que ces espaces et ces temps d'occupation sont devenus des lieux d'expérimentation et de mise en œuvre, ce à quoi on aspire, à quoi aspire chacun. C'était comme, dans ces lieux publics, c'était comme une préfiguration du monde de demain. On a vu, vous devez vous en rappeler, des actes de solidarité, de protection, de prendre soin les uns des autres, d'organisation matérielle pour la nourriture, pour la gestion des déchets, pour s'organiser pour la nuit, pour lutter de mutualisation face à la répression, de prendre soin. Et ce qu'on a vu surtout dans ces espaces publics, c'était la parole qui s'est libérée. Chacun apprend à s'exprimer, à s'écouter, à trouver sa place et aussi à se fédérer. On voit que c'est souvent un lieu d'appropriation et d'expérimentation d'une nouvelle forme de gouvernance et d'une démocratie directe. Et même si la lutte n'a pas abouti, pour les différents exemples que j'ai cités, chaque personne est transformée par cette expérience d'avoir participé à cette préfiguration d'un autre monde possible. Le travail constructif fournit des occasions pour développer des aptitudes nécessaires à la construction d'une nouvelle société. Plutôt que de s'en tenir à exiger du pouvoir adverse qu'il apporte une solution juste au conflit en cours, il s'agit d'entreprendre soi-même et d'inscrire cette solution dans la réalité et en apportant la preuve de sa faisabilité. Les résistants non seulement veulent que ça change, mais ils commencent dès à présent à réaliser le changement pour lequel la lutte a été entreprise. Je vais vous prendre un exemple. Dans les années 90, le Kosovo, avant donc 90, était majoritaire. Le Kosovo était donc était autonome dans la fédération de Yougoslavie et il est peuplé essentiellement d'Albanais. Dans les années 90, avec l'éclatement de la Yougoslavie, la Serbie a voulu annexer ce territoire en refusant aux Albanais les emplois publics, notamment dans l'éducation et dans la santé. Donc, sous l'impulsion du leader non violent Ibrahim Rugova et aussi de la Ligue démocratique du Kosovo, la LDK, les Albanais ont mis en place une stratégie de désobéissance civile et un programme constructif en créant des écoles parallèles en langue albanaise. Ça a duré une dizaine d'années et il y a 300 000 jeunes qui ont été formés à la langue albanaise dans ces écoles parallèles.
Et puis, parallèlement aux questions d'éducation, ils ont aussi renforcé un système de santé et mis un système de santé alternatif avec des centres de soins dans tout le territoire, ce qui n'était pas le cas du temps de la Fédération yougoslave. On voit que ce programme constructif a permis à la population de rester solidaire et unie pendant toutes ces années de résistance. Le MAN a modestement participé à ce travail en apportant son soutien à ces luttes, et plusieurs d'entre nous ont fait des séjours donc, sur place et ont rédigé donc, des rapports de mission auprès du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, par la réalisation du programme constructif, l'action non violente ne tient plus seulement sa consistance, ce à quoi elle s'oppose, mais aussi de ce qu'elle propose et réalise. Le programme constructif veut montrer que les principes et les méthodes de la non-violence ne permettent pas seulement de mettre en œuvre la contestation de la société, mais qu'elle doit permettre aussi d'en assurer la gestion. Un dernier exemple, qui est très contemporain, l'objectif du MAN, de la mouvance non-violente, c'est de délégitimer la violence. Et pour ça, c'est important d'introduire une culture de non-violence dans l'éducation auprès des enfants, auprès des enfants et des jeunes. C'est à quoi participe le MAN en intervenant auprès des élèves de la maternelle à terminale pour animer des ateliers sur la régulation non violente des conflits et aussi comme pour développer des compétences psychosociales comme l'estime de soi, l'empathie, la lutte contre le harcèlement. Mais parallèlement à cette mise en place pratique d'intervention auprès des écoles, on fait aussi tout un travail de plaidoyer auprès des institutions pour que les enseignants soient eux aussi formés à l'éducation à la non-violence. Et ce travail de plaidoyer qu'on a fait a porté ses fruits, puisque donc, par la loi pour la refondation de l'école de la République, la loi Peillon, qui date de donc 2013, donc il est inscrit maintenant dans la mission des centres de formation des enseignants, donc la formation de l'ensemble du personnel de l'éducation à la régulation non violente des conflits. Là encore, en conclusion, c'est une façon de vous montrer la façon dont on marche sur nos deux pieds, c'est-à-dire on pratique, on met en œuvre, on expérimente concrètement, et ça marche vraiment très fort avec les enfants, avec les jeunes avec qui on intervient. Et parallèlement, on fait un travail sur les structures pour que ça modifie et que les structures prennent en compte aussi l'expérimentation qu'on a pu mener. Voilà, je vous remercie. Merci.